Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue sur notre deuxième épisode de l'équilibre digital. Super content que vous soyez avec nous. On est super content que vous soyez là, vraiment. Maude, comment ça va aujourd'hui? Très bien, toi? Yes, tout le temps. Je sais que tu avais hâte au podcast aujourd'hui, vu qu'on parle de vidéo. On n'arrête pas de parler à nos clients ces temps-ci à quel point la vidéo, c'est important. Fait que ça va être le fun d'en parler aujourd'hui avec notre invité. Exact, et on le répète sans cesse que 2021 est là, on le sait avec toutes les autres plateformes qui sont en train de se faire découvrir, entre autres, je pense à TikTok, là, fait que c'est super important, la vidéo prend de plus en plus de place. Yes. Sans plus attendre, vraiment content de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, James Forbes, qui est une machine de vidéo marketing. Il a sa compagnie avec un associé dans vidéo marketing. C'est le co-founder de je sais même pas comment dire, James. Bokeh? Bokeh Production. Bokeh Production. Tout le monde va le voir maintenant. BOKEH Production, si vous voulez aller voir ça sur le web, bokehproduction.ca. Il fait des vidéos stratégiques et corpo pour le marketing. Il fait des vidéos qu'il vend, en fait. Puis, c'est un diplômé de l'UQAM en administration des affaires. C'est vraiment une machine de contenu vidéo très active sur les différentes plateformes puis en réseautage. Allez jaser ça sur LinkedIn, Facebook. C'est sûr qu'il y a énormément d'entre-gens puis il est super le fun à parler. Fait que, allez jaser ça. Comment ça va, James, aujourd'hui? Ça va très bien, toi, Jean-Michel? Yes, toujours. On commence dans le vif du sujet, on passera pas par 4 chemins. Je voulais te demander en premier, on le sait tous là, un petit peu que tout le monde le sait intuitivement que la vidéo c'est plus importante. Le mot se passe, mais pourquoi? Je veux avoir ton opinion là-dessus. Pourquoi est-ce que la vidéo marketing est si importante à ton avis? Je pense qu'il faut commencer probablement à la base de se dire, oui, la vidéo est importante, mais est-ce qu'elle est tant importante que ça, dépendamment de où ce que tu es dans ta stratégie marketing? Là, je pense que c'est toujours ça aussi, là, parce que c'est beau de faire de la vidéo pour de la vidéo, mais au final, si tu n'as pas une stratégie en arrière, à part que ta stratégie, c'est juste de passer à l'action et d'être présent sur les réseaux sociaux, qui est une bonne stratégie en soi, mais sinon, ça ne veut pas dire que nécessairement que la vidéo, c'est l'outil comme important pour toi puis que tu dois faire ça absolument là. Mais admettons, si on enlève ce côté-là, pourquoi que la vidéo est aussi importante, surtout en 2020-2021, c'est que toutes nos interactions sont faites via la vidéo majoritairement parce qu'on n'a plus tant d'interactions comme humain à humain dans une soirée réseautage ou en tout cas quand tu vas chez un client pour vendre tes services ou faire une stratégie, tu sais. Fait que la façon qu'on a trouvé de rester dans une connexion humaine, c'est la vidéo, automatiquement. Il n'y a pas d'autre option que ça, à part d'appeler, mais je veux dire, le téléphone, ça existe depuis toujours. Puis c'est pas quelque chose qui permet de voir le visage. C'est pas quelque chose qui permet de voir les traits, de voir les mains, de voir vraiment comme tout l'aspect humain. En fait, toute la saveur puis un peu les caractéristiques humaines de la personne, autre que sa voix. Tu sais. C'est sûr que la voix veut dire beaucoup, mais le non-verbal est tellement important. Fait que ça, c'est la raison principale pour que la vidéo est aussi importante. C'est juste de créer des connexions humains entre humains hors... C'est comme si on le faisait hors numérique, mais dans le numérique. C'est ça la game. Fait que ça, c'est la raison numéro 1. C'est la raison numéro 1 pourquoi il y a autant des gens en marketing, qu'autant des gens pas en marketing utilisent la vidéo ou consomment autant de vidéos. Fait que ça va plus loin que juste se dire en marketing, c'est vraiment performant, puis ça amène des résultats, de la visibilité. Ça va plus loin que ça, puis c'est pour ça que la vidéo est aussi importante. C'est que c'est pas juste un outil marketing. En ce moment, c'est un outil de survie pour l'ensemble d'une planète. T'sais. Fait que quand tu le rentres après ça dans une stratégie marketing, ben, automatiquement, tu peux pas dire « Ouais, c'est pas tant utile que ça ». Non, c'est genre la chose la plus utile en ce moment pour l'être humain parce que c'est juste pour faire une petite aparté, si on retourne quand il y a eu la grippe espagnole, les gens ne pouvaient pas se contacter autre que s'ils se rencontraient un et l'autre, mais tu es malade, tu ne peux pas te rencontrer nécessairement un et l'autre parce que tu vas le donner aux autres. Tandis que là, on a tous pu rester dans nos maisons pendant des mois et des mois, puis juste faire des FaceTime, puis toujours sentir qu'on avait quand même notre aspect humain. T'sais. Fait que ça, c'est surtout la raison principale de pourquoi c'est aussi important. Moi, je pense que ça démontre bien aussi que ça permet d'avoir une proximité avec les gens, autant dans un contexte marketing, dans un contexte familial. Fait que c'est super important. Mais
Je me demande souvent si les gens ont souvent peur des vidéos. On dirait que c'est comme un peu leur bête noire dans plusieurs contextes. C'est comme si on se lançait dans le vide un petit peu au niveau vidéo. Je pense que, une fois que tu en as fait quelques-uns, ça devient comme plus une habitude. Mais quand que tu veux justement débuter, dire, OK, là, on se lance, on fait de la vidéo, as-tu quelques conseils à donner à des gens justement qui voudraient se lancer le demain matin? Ben, la première affaire à faire, c'est de le faire. Parce que toutes les montagnes que tu as devant toi sont souvent là parce que tu ne l'as pas essayé encore. Parce que majoritairement, quand tu l'essayes, la montagne devient toujours un peu plus petite. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des problématiques qui viennent s'ajouter en cours de route. Mais comme les vrais obstacles que tu voyais quand tu commences à le faire réellement, ils vont tomber automatiquement après plusieurs essais. La même chose si tu commences à faire du ski. La même chose si tu veux approcher une fille ou un gars dans un bar. Puis la même chose si tu veux faire de la vidéo. T'sais, tous les obstacles que tu mets dans ta tête avant de commencer, c'est des obstacles qui vont tomber rapidement ou qui sont pas vraiment là. T'sais. Fait que ça, c'est de un. Fait que nous autres, c'est toujours passer à l'action. Il y a plein de monde qui sont meilleurs que nous en vidéo. Ça, c'est sûr, au niveau artistique, au niveau juste création de storyboard, au niveau de plein de choses. Il y a plein de monde qui sont, plein d'entreprises partout sur la planète qui sont meilleurs que nous en vidéo. Nous, ce qu'on focalise surtout, c'est l'aspect marketing, puis genre, fais-le. Si tu le fais pas, peu importe que tu investis 100 000 avec des professionnels pour faire une vidéo, si pour toi, pour ton personal branding, si pour ton entreprise, à tous les jours, tu ne sors pas du contenu, ou à toutes les semaines du moins, ben c'est là que tu perds au change. Parce que c'est beau de faire plein de vidéos super nice, tu fais de la publicité avec, puis tu investis une fortune, mais si de l'autre côté, tu n'as pas une culture d'entreprise de vidéo qui vient appuyer ça, qui est rapide, là, qui est du TikTok, qui est du Stories, qui est dans les dessous, ben tu perds cette grosse partie-là, puis c'est ça que les gens veulent voir. En ce moment, il n'y a rien de plus gros, ben c'est pas vrai. Mettons, le personal branding est vraiment immense, puis beaucoup d'entreprises l'utilisent. Ils sont même en train de penser à créer un peu des entités comme une entreprise, admettons, je sais pas, moi, t'as Coca-Cola, c'est une entité, puis dedans, t'as des CEO, puis tout ça, mais par exemple, des Logan Paul ou des influenceurs comme ça sont rendus des entreprises à part entière. C'est sûr que si tu enlèves l'influenceur, l'entreprise a un peu plus de difficultés. Mais toutes ces mini-entreprises-là qui génèrent des millions par année, la plupart du temps, c'est vidéo all-in, 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 all-in sur différentes plateformes. Puis après ça, ils viennent grossir alentour. Fait que l'idée, c'est juste de le faire, puis de ne pas se casser la tête, de commencer, de se planter, d'avoir des choses qui sont ordinaires, mais de rapidement, soit que tu te fais accompagner ou soit que tu apprends par toi-même. Si tu apprends par toi-même, c'est beaucoup de vidéos YouTube, c'est beaucoup d'essais-erreurs, c'est beaucoup d'obstacles qui vont venir en cours de route parce que tu vas toujours vouloir avoir quelque chose de mieux. Tu vas voir James, mais James va voir quelqu'un d'autre aussi qui est meilleur que lui, fait qu'il veut tout le temps avoir plus. Ça fait en sorte que tu essaies toujours de t'améliorer, tu vas acheter un nouveau type de micro, tu vas acheter une nouvelle caméra, tu vas investir là, tu vas commencer à faire des choses différentes au niveau du montage qui sont plus avancées. Comme la base, tu vas l'avoir accompli rapidement, mais les petits détails incrémentaux qui vont être des casse-têtes, tu vas toujours essayer d'aller les chercher pour un peu comme un shiny object devant toi pour dire j'ai besoin de ça pour avoir des vidéos qui sont meilleures. T'sais. Mais si tu enlèves ça de ta tête puis tu fais juste je le fais, puis au fil des années ou au fil des mois, je vais m'améliorer un petit peu de fois en fois, puis ça va être bien correct. Il y a des gens qu'on accompagne avec la vidéo comme simple, efficace, puis marketing. Là, fait que pas de la vidéo professionnelle là, qu'on fait vraiment tout pour eux autres, mais plus qu'on accompagne, qu'on leur donne des conseils. Généralement, en 5 semaines, pour des gens qui ont parti de zéro, ils ont à peu près le contenu vidéo qu'ils veulent au niveau cadrage, éclairage, qualité d'image, storytelling, au niveau vraiment comme structure du format avec les bannières, avec les formats pour les réseaux sociaux, puis être capable de s'exprimer facilement là, devant une caméra. Fait que ça peut se faire relativement très rapidement là, de passer de zéro à quelque chose qui est intéressant sur les réseaux sociaux. Mais il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu en fasses à toutes les semaines, il faut que tu essayes, il faut que tu te plantes. Puis généralement, après 4-5, tu es bien correct, puis après ça, il n'y a plus trop d'obstacles. Le plus rapidement tu te plantes, le plus rapidement tu apprends, puis le plus rapidement tu réussis. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis l'idée, c'est de ne pas arriver à un niveau de dire, bon, ben, de 1 à 10, je me rends à 3. 3, ça me satisfait, puis je reste toujours à 3, parce que 3, ça va être laid pour tout le monde, tu sais. Fait que l'idée, c'est de passer de 1 à 6 ou 1 à 7 rapidement. Puis après ça, tu peux rester à 6-7, puis tu peux faire un bon bout avec ça. Puis toutes les autres sont à 3, vont dire, waouh, ça, c'est beau, tu sais. Fait que c'est un peu cette logique-là. Puis c'est faisable de se rendre à 6-7 rapidement. Si tu prends le bon chemin et tu ne te casses pas trop la tête, là, essayer d'avoir tout ça parfait à 10 la première fois. Là. C'est vraiment cool.
Vraiment un bon insight. Mis à part le fait de se lancer puis de pousser de se lancer le plus vite possible puis de tout le temps pousser le contenu, quelle autre astuce, mettons, tu pourrais donner à du monde qui veulent commencer à faire de la vidéo? Quel truc, mettons, que toi, t'as appris dans ton début de carrière, peut-être, qui est des trucs à éviter, peut-être, ou... Ben, un truc à éviter, c'est de vouloir investir des milliers de dollars pour acheter plein de gear à pu finir pour avoir la meilleure vidéo à 10. Tu peux commencer avec ton téléphone cellulaire, un micro avec fil, un trépied, par exemple, comme j'utilise là. Tu sais, le kit que j'utilise en ce moment, là, j'ai fait exprès, là, mais ça a coûté peut-être c'est- 150 dollars. c'est- Enlève mon téléphone, là, évidemment, là, parce que c'est sûr que j'ai un iPhone de l'année, mais c'est le trépied, micro, tout ça, c'est alentour d'un 150 à 250. Tu as quelque chose là, d'assez de bonne qualité pour vrai, là, comme 6 ou 10, là, comme j'ai dit, puis tu peux faire de quoi. Puis surtout comme là, on le voit pas trop parce que j'ai beaucoup de fenêtres dans mon salon, puis j'ai juste pas fermé mes rideaux, mais j'ai une lumière en arrière. Je sais pas si on le voit, là, mais il y a Ouais. comme une lumière que tu peux aller chercher, là, puis tu peux éclairer ton background comme les YouTubers font surtout. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient automatiquement juste rendre ta vidéo plus professionnelle parce que les gens sont comme, OK, c'est vraiment cool, tu sais, c'est sharp, même si c'est un fond blanc, même si c'est un fond uniforme, tu fais juste allumer ça, tu le mets mauve, tu le mets bleu, tu le mets vert, puis automatiquement, tu as l'air d'être un petit peu plus professionnel parce que toutes les autres n'ont pas ça, tu sais. Puis ça te permet de ne pas être nécessairement dans un endroit où tu as un piano, des guitares, puis un beau cadre, puis que ça a l'air bien préparé, comme Jean-Michel, par exemple, tu pourrais l'allumer en arrière de toi, ça te donnerait un fond mauve, puis ça ferait sharp, tu sais. Tu peux jouer avec deux lumières, tu peux en avoir une mauve, tu peux vraiment essayer différentes choses, puis changer le background toutes les fois que tu as des shows différents ou autre. Tu peux vraiment t'amuser avec ça. Puis ça coûte peut-être 175$ une lumière comme ça, puis tu peux après ça te garder, tu peux garder ça pendant. Fait que tu dirais de pas se concentrer sur le gear, puis vraiment plus sur le contenu au départ. Mais- Puis en Ben, fait, juste pour dire à quel point, j'ai des clients en pub que c'est juste des pubs tournées comme si c'était sur son cellulaire, puis il explique juste son service. Puis ça a autant fonctionné qu'une vidéo bien faite, ou ça a autant fonctionné que ces images qui sont sur la coche, juste probablement à cause de l'authenticité de la chose, puis le fait que les publicités sont mises sur, par exemple, Facebook. Sur Facebook, le monde sont là pour consommer aussi du contenu qui leur parle, qui a de l'air d'être son ami, qui a de l'air d'être sa famille, whatever. Quand tu retombes sur un vidéo qui a l'air d'être fait à main, c'est qui cette personne-là? Ça a même plus l'air d'une pub. exact. Pas trop se casser la tête avec le gear nécessairement au départ. Exact. Mais tu sais, ça, c'est toujours l'entre-deux parce que tu as toute la gang des gourous marketing qui vont tout. Ben, gourous marketing, dropshipping, e-commerce, tout ça aux États-Unis qui ont amené un peu cette mentalité-là ici. Tu sais, de faire une vidéo avec ton téléphone cellulaire vraiment cheap, t'es comme. On s'en fout parce qu'on dépense 100 000 par mois en pub, puis on fait du AB. Ben, en fait, compte, ils ne testent pas juste AB, là, ils font Mhm. l'alpha complet. Là, il y a à peu près 50 créatifs qui roulent puis ils laissent l'algorithme aller, puis après ça, l'algorithme décide. Mais pour la plupart des gens qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir pitcher vraiment beaucoup de contenu puis de créatif, prenez quand même quelques temps pour faire une vidéo qui est sharp, au moins pour que vous voyez la vidéo, tu es comme, OK, ça, j'aime ça, puis tu le gardes quand même relativement raw aussi pour que justement ça a l'air plus d'un contenu qui rentre à travers ton feed et non une publicité, mais comme l'entre-deux est important parce qu'il y a du monde qui font juste comme s'en foutre, là, sont comme en jogging, puis prennent leur téléphone, puis ça shake, puis ils pensent que ça va convertir. Si ça convertit pour eux, cool, go for it, puis utilise-les, mais il y a un entre-deux qui est faisable pour pas plus de coûts, puis pas plus de temps de gestion. Vraiment, là, c'est peut-être un 10% ou un 20% de plus, peut-être en coût ou en gestion que tu vas faire. Mais comme la grosse différence, c'est entre les gourous marketing qui font vraiment super cheap et qui s'en foutent, puis ceux qui investissent, admettons, 150 000 pour une pub parce qu'ils sont l'Auto-Québec ou des gros brands comme ça, ben, je serais intrigué de voir à quel point que tu vends plus parce que tu mets 150 000 que si tu fais une vidéo vraiment basique. Je pense que rendu là, c'est vraiment juste la notoriété de la marque puis la grosseur du budget média puis peut-être le UX du site en arrière qui fait la grosse différence. Mais j'aimerais vraiment ça, voir la différence. On n'est pas capable de le calculer, puis je ne sais même pas si un jour on va être capable de le calculer, à part que l'Auto-Québec fasse un versus l'autre, puis qu'il le pousse, puis qu'il regarde. Mais je pense pas sincèrement qu'il y a une grosse différence. C'est une vidéo à
vidéo à 100 000, rendu là, je pense que c'est vraiment un trip de personnes qui ont vraiment beaucoup d'argent puis qui veulent se payer un mini-film plus que d'autres choses. Là. Je pense que ça dépend vraiment aussi à qui tu t'adresses, puis quel genre de personnes qu'est-ce qu'ils s'attendent à voir comme type de contenu aussi, là, fait que c'est un peu variable à ce niveau-là, mais je trouve ça vraiment super intéressant qu'est-ce que tu mentionnes, parce que tu sais, comme tu disais tantôt, aller chercher le set au niveau de juste un petit peu mieux souvent que ce que tu es capable de faire, puis c'est aussi de sortir de sa zone de confort là-dedans, puis d'essayer d'être un peu plus professionnel. Fait que je pense qu'il y a une limite à avoir entre tout ça, puis trouver son confort aussi en sortant de sa zone de confort à travers ça. Exact. Puis moi, je suis curieuse de savoir aussi, dans le fond, la vidéo marketing, comment c'est arrivé dans ta vie? Comment cette passion-là, dans le fond, est née un petit peu en toi? Oui, certainement. En gros, j'ai travaillé 2 ans et demi chez Adviso, qui est une des plus grosses agences marketing à Montréal. Puis là-bas, je gérais en fin de compte au niveau placement média et tout, les cartes de crédit et les hypothèques pour la Banque nationale en Facebook Ads, puis aussi dans le temps, c'était AdWords, mais Google Ads. Puis j'ai comme tombé dans le bain de travailler avec Sidley, que justement, c'est des gros budgets publicitaires. La machine ne tournait pas si rapidement que ça si on voulait des nouveaux créatifs, parce que Facebook, c'est surtout une game de créatifs. Puis moi, j'avais dans l'intérêt d'échanger à tous les mois ou à tous les 2 mois. On restait souvent avec les mêmes créatifs pendant 6 mois, 1 an. Je me rendais compte qu'il y avait comme il y avait une difficulté à être capable de connecter des vidéos de bonne qualité en publicité média. Sans dépenser trop cher parce que c'est tellement éphémère puis tu échanges à tous les mois, dépendamment de ton budget. D'être capable de faire un projet vidéo puis de le segmenter en plusieurs hooks pour justement faire du A/B test et non juste je mets une vidéo, je mets une image, mais comme je peux mettre 6 vidéos parce que j'ai 6 fois le même core de vidéo, mais j'ai 6 hooks différents au début. Je suis capable de tester quelles 6 premières secondes fonctionnent. Fait que toutes ces choses-là s'accumulaient, puis je pense que j'ai une opportunité d'essayer quelque chose. Puis mon associé, lui, qui était un de mes bons amis depuis longtemps, il faisait de la vidéo comme ça, juste pour le fun. C'était parti d'une petite entreprise de réalisation vidéo. Il y avait déjà 2 réalisateurs en travail autonome, puis lui, il est aussi représentant hypothécaire. Fait qu'il faisait juste ça pour le fun. Puis à un moment donné, on a juste comme mergé les deux ensemble. On a créé l'entreprise, puis de fil en aiguille, on a essayé des choses. Puis après ça, on a lancé en septembre 2019. On a incorporé l'entreprise réellement, mais elle existait déjà en nom personnel. On la roulait quand même comme des travailleurs autonomes. Depuis septembre 2019, on a embarqué dans cet univers-là. Puis à ce moment-là, c'était quand même assez différent parce que je sortais des agences, fait que je développais beaucoup d'agences. J'étais vraiment dans l'idée de travailler avec les business très corpos, puis bâtir des grosses stratégies, puis j'offrais mon temps en stratégie et tout. Puis à force de me promener à travers tout ça, je me suis rendu compte que ça fonctionnait, mais c'était pas nécessairement là que je voulais me concentrer, mais on n'a pas eu le temps de faire une autre stratégie. Puis après ça, boum, mars 2020 est arrivé. Fait que septembre à mars 2020, il n'y a pas une grosse espace. Fait qu'à partir de là, on a vraiment soit qu'on lâchait l'entreprise complètement, puis qu'on faisait juste comme repartir où ce qu'on était, je me retrouvais un emploi, puis il n'y avait pas de problème avec ça parce que j'aimais où je travaillais avant, puis j'ai toujours aimé le monde des agences. Fait que c'était pas un besoin criant de partir une business, admettons. Mais je l'ai fait, puis c'était vraiment juste le trip de partir une entreprise. Puis là, après ça, en mars 2020, on est comme, bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Soit qu'on laisse tomber l'entreprise, soit qu'on crée du contenu, parce qu'anyway, on ne peut pas faire aucun client jusqu'en on ne sait pas quand. T'sais. Fait qu'en mars 2020, on a commencé juste à créer du contenu sans arrêt. Puis c'est à partir de là que l'amour, peut-être pour la vidéo marketing, est apparu plus fort, parce qu'avant, c'était plus comme c'était un outil pour les autres, tandis que là, c'est un outil pour moi, pour une survie comme interne, parce que si on ne faisait pas ça, on allait juste crever au niveau de l'entreprise. Nous, je veux dire, ça aurait été correct, mais l'entreprise est morte. Ou en tout cas, on aurait fallu qu'on la reparte un jour. On a juste créé du contenu sans arrêt jusqu'en juin. Puis à partir de ce moment-là, quand ils ont réouvert, en fin de compte, les actions, on pouvait travailler, on pouvait recommencer à faire des mandats. Toute l'attraction qu'on avait eue depuis ce temps-là a juste complètement explosé. Là. On a fait genre fois 5 là, sur nos chiffres de mensuels
après ça. Pas x5 à tous les mois, mais rapidement, ça a été x5. Après ça, on l'a maintenu. Après ça joue entre ça. Là. Des fois, c'est un petit peu plus bas, des fois, c'est un peu plus haut. Puis depuis ce temps-là, on surfe vraiment sur cette vague-là. Puis j'ai jamais juste arrêté de créer du contenu. On en fait peut-être un petit peu moins parce qu'il y a quand même beaucoup de mandants. Là. Je pense qu'on a fait 150 vidéos depuis mars, plus une formation complète qu'on a faite en accompagnement qui est peut-être une douzaine d'heures de vidéos. Là, fait qu'à coup de 5 minutes, ça fait encore beaucoup de vidéos. Plus les mandats clients, plus ci, plus ça, plus toutes les erreurs qu'on a faites qu'on n'a pas publiées. Fait qu'on est peut-être à genre 250, 275 vidéos depuis le mois de mars de l'année passée. C'est quand même beaucoup de mandats, mais j'ai juste jamais arrêté, même si la business continuait à fonctionner, même si on avait vraiment une grosse augmentation de nos revenus et de notre notoriété. Jusqu'en septembre, je ne touchais pas à LinkedIn. C'est vraiment juste Facebook, puis je voyais le gros potentiel, puis je voyais que la vidéo, ça fonctionnait parce qu'on l'a fait pour nous. Fait qu'automatiquement, ça peut fonctionner pour les autres. On l'a fait pour l'entreprise de courtage, pas de courtage, mais de représentation hypothécaire pour mon associé avec la vidéo. Puis les deux business ont vraiment augmenté. Fait que là, on s'est dit, OK, on le sait que ça fonctionne. Il faut juste continuer parce que la journée qu'on arrête, l'algorithme, il te met down, puis les gens t'oublient. Fait que t'oublient de te contacter, puis tu fais plus d'argent. Tu développes plus ta business, puis tu peux plus aider les gens. Fait qu'après ça, en septembre 2020, j'ai embarqué sur LinkedIn. Puis automatiquement, les gens me connaissaient de Facebook. Fait que là, ça repartit. Ça a pris peut-être jusqu'en décembre 2020, avant que ça commence à embarquer pas mal plus. Puis après ça, en décembre, ça a vraiment kick. Puis c'est venu à peu près au même point là, que Facebook, peut-être même plus. Parce qu'il y a plus d'efforts. Puis du jour au lendemain, je suis passé de quelqu'un qui faisait pas de vidéo. En fin de compte, c'est pas moi qui monte. On a une équipe. On a vraiment bâti une entreprise alentour de ça. Là. On se considère pas comme des travailleurs autonomes. Fait que j'ai pas un amour de développer puis de faire du montage vidéo parce que c'est pas mon métier. Mais j'aurais un amour de créer le contenu, bâtir des stratégies vidéo, faire de la pub vidéo, puis tout ce qui se passe alentour de ça. Ça, c'est vraiment là, comme mon core à moi. Puis mon associé, lui, c'est plus... évidemment, là, tout ce qui est artistique alentour, puis le gear, puis toutes les nouveautés, puis toutes les choses qu'on peut essayer pour améliorer notre contenu. Mais c'est ça, longue histoire courte, là, ça vient te donner pas mal la raison de toute l'évolution, puis de pourquoi aujourd'hui on aime autant ça. Là. Grosse job. T'es très sharp, pour reprendre ton mot. D'un, félicitations, c'est solide. De deux, vraiment des bons insights et des bons apprentissages, je pense que tu as eu qui pourraient servir à une couple de personnes. C'est vraiment nice de t'écouter parler de ton passé. J'irai plus dans le futur avec la prochaine question. Toi qui es un pro de vidéo marketing, d'après toi, où est-ce que les gens devraient mettre, où est-ce que le monde qui font de la vidéo devrait mettre leur focus dans la prochaine année, 2 ans? Bonne question. Bonne question, parce qu'il y a tellement de plateformes, il y a tellement de nouveaux outils. Toutes les plateformes commencent à sortir un peu les mêmes types d'outils, là, comme par exemple YouTube sont rendus dans les shorts. Ouais. LinkedIn a embarqué dans les stories il n'y a pas longtemps. Tout le monde essaie de se copier à gauche puis à droite pour toujours être comme sur le edge de la vidéo. Admettons, si on y va plus d'un aspect, je suis très tech-savvy, j'aime tout ce qui est innovation, toutes les choses qui sont dans le futur. Fait que, admettons, si on s'en va d'un aspect de ce que le consommateur devrait faire moyen, mais la prochaine game de la vidéo, c'est surtout la réalité augmentée. Là. Si les gens, ça puis les hologrammes, parce que si les gens, c'est sûr qu'on s'en va là, toutes les grosses entreprises sont en train d'investir là, puis ça fait peut-être 5-6 ans qu'on en parle, mais c'est dur. Google avait commencé dans le temps, je pense même plus longtemps que ça, avec les Google Glasses. Ils n'ont jamais été capables de l'intégrer. Le Facebook vient de sortir la réalité augmentée avec les 2 bracelets. Je ne sais pas si tu les as vus, puis tu vas pouvoir, avec tes influx, des influx nerveux, mais de la façon que ton corps fonctionne, il va capter, puis tu vas pouvoir faire des gestes genre clic, puis tout, puis ça va se passer dans un écosystème de réalité augmentée. Et ça, je trouve ça complètement cinglé, puis la prochaine game de la vidéo est là. Mais ça, c'est dans une couple d'années, mais ça va quand même arriver vite. Ceux qui vont embarquer dans ce game-là vont vraiment avoir... si tu es capable de créer de la publicité vidéo ou une intégration vidéo de ton contenu dans ce genre d'univers-là, ça va être fou. La réalité virtuelle va arriver aussi, mais la seule différence, c'est que tu es quand même dans un écosystème fermé. Tu peux pas vraiment bouger réellement, tandis que l'autre, tu peux vraiment te promener puis être dans la vie de tous les jours, puis tu peux avoir une interaction avec le monde réel et le monde virtuel en même temps. Fait que moi, ça, je trouve ça complètement cinglé. Sinon, l'autre
L'autre, au niveau encore technologique avancé, je ne sais pas si vous faites du placement display ou des choses comme ça, mettons avec du Trading Desk ou du Google DV360, tu peux faire des achats médias sur des placements contextuels. Là, mettons, tu veux des bannières sur Ricardo parce que tu vends, je ne sais pas, tes énergies. Comme là, tu as une entreprise, admettons, qui a besoin de te placer sur le site de Ricardo, sur des recettes parce que ton produit ou ton service fait du sens, tu sais, alentour de ça. Fait que tu peux l'acheter en placement média sur ces plateformes-là. Mais en ce moment, la game de Disney+, Netflix, Hulu, Amazon TV, Paramount+, HBO Max, toute cette gang-là, il y a personne, en fin de compte, il n'y a personne de ces plateformes-là qui offre encore du placement média comme la publicité à la TV, mais c'est sûr que ça va arriver. Puis c'est sûr que tu vas pouvoir trader sur ces plateformes-là, comme tu trades au CPM sur ces autres plateformes, en fin de compte, d'achat média en bannière display ou en programmatique. Fait que les gens qui vont être capables de saisir ce edge-là, de créer de la vidéo, genre comme la TV, mais avec tout l'apprentissage Facebook, TikTok, YouTube et autres, puis venir le mettre dans une intégration genre HBO Max, Disney+, puis toute cette gang-là, ça va vraiment être un gros game changer. Je ne sais pas dans combien de temps que ça va arriver, mais ceux qui vont être sur cette edge-là vont gagner vraiment rapidement. Mais ceux qui vont être en avant de la vague, quand la vague va arriver, vont vraiment être solides dans ça. Sinon, si on revient à qu'est-ce qu'un utilisateur aujourd'hui moyen peut faire, ça dépend toujours c'est quoi la plateforme que tu... Ça dépend toujours où ce que ton audience, elle est. Si tu fais du placement média, selon moi, le coût de Facebook en acquisition est vraiment très compétitif, même encore aujourd'hui avec l'histoire de iOS. Fait que quelqu'un qui veut faire du placement média en vidéo, en direct-to-consumer, tu sais, vraiment rapide, peut-être pas trop en brand awareness. Pour vrai, Facebook, c'est vraiment la place. Puis après ça, il y a plein d'autres stratégies que tu peux utiliser au niveau de la création, de l'utilisation de la vidéo dans une stratégie d'acquisition. Mais sinon, si tu veux faire du contenu, tu sais, c'est parce que le monde veut faire du TikTok, veut faire du Instagram, veut faire du Facebook, veut faire du LinkedIn, veut faire du YouTube. Si tu fais tout, tu fais rien en même temps, puis automatiquement, tu vas perdre au change, à moins que tu sois Grant Cardone, Gary Vaynerchuk. Toutes les autres vont perdre. À moins que, comme quand je dis ça, c'est que tu as vraiment beaucoup de budget, tu peux te le permettre, tu as des ressources qui le font. Sinon, tu oublies ça. C'est une plateforme, tu l'utilises à fond, puis tu t'assures que tu sois reconnu sur cette plateforme-là. Puis quand elle fonctionne, tu switches sur une autre. Mais que ça soit LinkedIn, Facebook, YouTube, on s'en fout. T'en utilises une, puis tu y vas à fond. Tu sais, je connais des coachs d'affaires qui sont juste sur Instagram en français, avec pas beaucoup de followers, mais qui font des super bons revenus. Ils vont faire des stories, ils vont faire des reels, ils vont faire du feed. Mais je connais des coachs d'affaires qui sont dans la même niche, sont juste sur LinkedIn, puis d'autres sont juste sur Facebook, mais ne sont pas sur aucune des autres plateformes réellement, ils sont juste sur leur niche. Puis ça fonctionne super bien, tu sais. Fait que, rendu là, tu prends une plateforme, tu as fait all-in, puis tu utilises tous les outils dans cette verticale-là. Tu sais, c'est que si tu arrives sur Instagram, tu ne fais pas juste faire du feed, tu es fait tout, maximise la plateforme le plus possible, mais commence pas à essayer de toutes les faire d'un coup puis tout essayer les outils, c'est sûr que ça ne marchera pas. Tu n'auras pas assez de momentum puis tu n'as pas assez de ressources en temps et en argent pour le faire. Ouais, ça, on le dit souvent à nos clients, c'est de vraiment commencer une à la fois puis de la développer exactement comme que tu dis. Fait que je suis contente que tu en parles aujourd'hui. Puis ça revient un peu avec la question que j'avais pour toi aussi après, c'est si on parle de l'univers numérique, comment tu arrives à garder l'équilibre là-dedans? Parce que justement, le fait de vouloir des fois être partout, en même temps, on sent qu'on n'est pas vraiment là. Puis ça génère certains stress aussi. Fait que je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Comment toi, tu fais pour garder l'équilibre à ce niveau-là? J'ai souvent pas eu. Je commence à le récupérer récemment, là, vraiment un équilibre. C'est sûr que c'est tout un problème de dopamine. Là. On sait que les réseaux sociaux, ils travaillent. Tous les ingénieurs en arrière qui ont des bacs, qui ont des MBA, qui ont des doctorats, ils vont tous faire en sorte de créer des actions, des interactions et l'écosystème pour toujours que tu sois le plus addict, là, même s'ils ne le disent pas, on le sait que c'est ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça déclenche toujours un besoin de dopamine, puis tu as toujours plus le goût d'aller voir, puis plus le goût de regarder, puis plus le goût de consommer. Au final, tu finis ta journée, puis tu te sens complètement vide, parce que tu n'as soit rien accompli, ou au final, c'est que tu n'as souvent juste rien accompli. Fait que, moi, ce que j'ai trouvé qui était le best, si tu gères ton entreprise avec des pages pro, tu peux tout programmer, mais si tu gères ton entreprise en personal branding, tu peux rien programmer, ou en tout cas, majoritairement, tu peux rien programmer parce que tu peux pas publier en perso sur Facebook puis LinkedIn automatisé. Il faut toujours que tu le fasses toi-même. Fait
la meilleure affaire, c'est que je me prépare d'avance la semaine d'avant ou en tout cas le lundi. Puis je sais quand est-ce que je vais publier. Fait que tout est prêt. Puis automatiquement, quand, mettons, je sais que sur LinkedIn, il faut que je publie soit mardi, mercredi, jeudi, à partir de 9, 9h30. Comme ça, je prends la wave toute la journée. Puis j'ai des gens qui vont voir mon contenu toute la journée. Même si c'est pas l'heure la plus optimale pour avoir comme le meilleur peak, je pense que c'est l'heure la meilleure pour saisir toute la journée au complet. Les gens vont voir ton contenu tout le temps. Fait qu'aussitôt qu'il est 9h30, boum, je débarque ce que je fais, puis je fais ma publication, puis je m'en vais. La seule problématique, c'est quand tu as un certain following, faut que tu continues à nurture ces personnes-là parce que c'est ça qui va t'amener des résultats plus que juste de publier du contenu. Fait que l'idée, c'est que soit que tu t'impliques beaucoup dans la première heure, puis après ça, tu get out, ou sinon, tu laisses les build-up un peu, puis tu reviens 1 heure plus tard. Ou 2 heures. L'affaire, c'est que je pense que le build-up la première heure, c'est vraiment le best parce que l'algorithme est très actif dans la première heure. Puis, surtout qu'il y a des interactions, puis tu commences à interagir, ça va te build-up. L'affaire, c'est que ça va te tirer beaucoup de jus, ça va te tirer du temps. Tu vas te sentir vide, même si ça développe de la business, même si tu développes des relations. Puis ça arrivait des journées complètes que je finissais la journée, puis j'étais comme, j'ai juste rien fait aujourd'hui. Mais j'ai quand même développé ma business, j'ai quand même écrit des messages, j'ai quand même envoyé des messages vidéo, j'ai quand même développer un réseau, ça m'amène des ressources, mais à la fin, tu te sens vide pareil parce que je ne pourrais pas dire pourquoi au niveau physionomique, admettons, là. Mais c'est ça, c'est comme une drogue, en fin de compte, c'est une dopamine, puis à chaque fois que tu as une notification, tu veux toujours embarquer, tu veux toujours écrire, puis là, tu embarques dans une roue sans fin, puis ça fait 2 heures que tu es là-dedans, puis tu n'as rien fait d'autre. Tu fais en sorte de faire avancer ton entreprise plus vite, peut-être, que cette partie-là. Fait que c'est dur de garder une balance. Si ta game, c'est d'être influenceur, c'est ton gagne-pain, fait qu'automatiquement, il faut que tu le vois comme des actions qui ont une grosse valeur ajoutée. Si ta business, c'est pas les réseaux sociaux, puis tu veux l'utiliser en disant « ça va m'aider », ben tu vas pas assez t'impliquer pour développer ton écosystème puis développer un peu ton réseau. Fait que tu n'auras pas tant de résultats que ça. Fait que c'est vraiment une zone qui est dure à trouver. C'est une balance qui est vraiment dure à trouver du fait que tu peux pas les automatiser si tu veux développer un personal branding. Ou en tout cas, tu peux pas les automatiser autant que si tu fais sur un brand entreprise sur des pages pro. T'sais. Fait que je pense que c'est juste tu publies 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, tu te donnes pas trop de stress avec ça. Tant que tu es là au moins à toutes les semaines, puis tu t'engages peut-être sur l'heure du midi ou les choses comme ça. Puis tu mets pas trop de pression, puis à la fin, tu devras avoir une balance de vie convenable. Ta business va pas croître de 12x à tous les mois ou à tous les trimestres, mais tu vas toujours rajouter un peu d'eau dans la rivière pour que ton moulin avance. Puis tranquillement, à force d'avoir un courant qui est un peu plus fort, ben, sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, tu vas bâtir de quoi qui est intéressant, mais au moins tu vas avoir une balance de vie ou une balance intérieure, puis d'arrêter d'être un drogué des réseaux sociaux, parce que pour vrai, ça existe vraiment. Je l'ai vraiment senti, puis je suis loin d'être un influenceur. Je suis juste quelqu'un qui publie puis qui fait un peu ce qu'il peut. Là. Mais genre, les gros influenceurs, je sais pas comment ils font, parce que ça doit vraiment, 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 vraiment drainer beaucoup. Là. Vraiment. Ça doit se réduire pas mal. Mais c'est un peu comme tu dis là, une brique à la fois, peu importe le temps, tu vas finir par construire ton building. Pas besoin que ça soit toutes les briques dans le même jour. Si tu mets un peu de temps tous les jours, tu vas finir par le bâtir. C'est quelqu'un qui fait une vidéo par semaine, ça fait 52 vidéos par année. Si tu le fais pendant 3 ans, tu as pas mal plus de contenu que la 90% des gens que tu connais alentour de toi, puis tu n'as pas tant mis d'efforts que ça. Quelqu'un qui est à peu près un 6 ou un 7 sur 10 au niveau création vidéo, qui a fait peut-être ses 5-6 premières erreurs ou ses 5-6 contenus pas nice au début, ben après, il commence à avoir un bon roulement. Tu es capable de créer, je sais pas moi, 4-5 pièces de contenu en une demi-journée ou peut-être en 6 heures. Fait que quelqu'un qui se bloque une journée par mois, mettons, il se bloque, on se dit, tu prends 8 heures par mois, là, tu prends une journée dans ton mois, tu le bloques 1 mois d'avance, fait comme ça, tu n'as pas de raison de ne pas le faire. Puis là-dedans, tu peux te créer au moins 5-6 pièces de contenu et plus. Ben, tu es capable, d'après ça, depuis y penser dans un mois, puis tu es capable d'être constant à toutes les semaines. T'sais, ça va t'amener une bonne balance de vie, mais il faut que tu aies une bonne hygiène de productivité et d'organisation de ton entreprise, parce que si tu gères ta business sur ton calendrier iPhone, puis c'est un peu, tout est là-dedans, puis tu n'as pas vraiment d'organisation, puis tu vas juste toujours courir après ton souffle, puis tu vas jamais être capable de
publier sans avoir le stress de toujours être comme réactif. Tu vas juste, tu publies, tu vas interagir un peu. Après ça, tu passes à autre chose, tu fais tes affaires, puis tu reviens au courant de la journée quand tu as du temps libre. Tout ton contenu est prêt, tu sais qu'est-ce que tu vas dire, tu sais ce que tu vas faire, tu perds pas de temps. Selon moi, c'est la meilleure façon de le faire pour garder une balance de ta vie, des réseaux sociaux et tout. Hey, amen to that. Ça fait déjà presque 35 minutes, ça a passé. J'ai l'impression que ça en fait 10, tellement que c'est le fun de t'écouter parler. T'es vraiment une machine. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Si on veut te suivre sur une quelconque plateforme, si nos auditeurs veulent te suivre, on fait ça où? Ben ouais, en fin de compte, mes 2 profils personnels, soit LinkedIn puis Facebook, avec James Forbes, vous allez tomber directement dessus. Sinon, sur notre Facebook, la vidéo pour les entreprises, les professionnels et entreprises de services. Fait qu'on se concentre vraiment sur partager plein de trucs, autant comment faire de la vidéo efficace, autant au niveau du marketing, on donne des inspirations de création de contenu et autres. Et nous aussi, on partage notre propre contenu, que ce soit autant vidéo, images, GIF, whatever. Là, on y va vraiment avec plusieurs types de pièces de contenu. Mais moi, c'est cool, c'est un écosystème fermé. Le monde peut faire publier leurs vidéos, avoir des petits conseils, puis ça peut peut-être les aider. Là. Fait que, allez sur le groupe de James, tout le monde. Merci, James. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous deux. Grand plaisir. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.